le séminaire gouvernemental s'est achevé ce soir à Conakry, à la case de Bellevue. Durant 2 jours, les membres du gouvernement ont planché sur les principaux axes de développement du pays. Sécurité alimentaire, le ministère du Commerce attire l'attention des acteurs intervenant dans la production de l'huile de palme sur le transport et la commercialisation de cette denrée. À la page noire, Maxime Camara n'est plus. Il a regagné hier sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a assisté à l'investiture du président du Niger, réélu pour un mandat de 5 ans. Mahamadou Issoufou a prêté serment sur le Coran devant la Cour constitutionnelle. Sanassi Keita est de retour de Niamey. Suivez son compte rendu. Nombreuses sont les personnalités venues des 4 coins du monde qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'investiture du président de la République du Niger. Parmi elles, 9 chefs d'État africains, dont professeur Alpha Condé en compagnie de son épouse Hadja Djene Kaba, ici aux côtés d'autres premières dames. Tous ces dirigeants et personnalités ont marqué leur présence dans ce palais du 29 juillet, au stade Sénékounché de Niamey, pour non seulement honorer le peuple nigérien, mais aussi et surtout le président Issoufou Mahamadou, accueilli triomphalement par toute une salle en délire. Son Excellence El-Hadji Issoufou Mahamadou, l'entrée du président de la République élu dans la grande salle. Le président Issoufou Mahamadou de Le président Issoufou Mahamadou, devant toutes ces personnalités, prête ainsi serment pour un deuxième mandat de 5 ans. Du haut de cette tribune du palais du 29 juillet, le président réélu du Niger a fait le bilan de son premier mandat. Bilan qu'il a profondément détaillé et jugé satisfaisant. Pour son deuxième mandat qui commence ce samedi 2 avril 2016, le chef de l'État nigérien s'est fixé plusieurs objectifs, parmi lesquels on note la construction des infrastructures routières, ferroviaires, l'éducation, la sécurité, surtout la lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le président Issoufou a appelé ses homologues africains sur l'impérieuse nécessité de coordonner leurs efforts en vue d'une lutte commune contre cette violence inouïe sur le continent. C'est un bonheur pour nous tous d'être ici. Ce disant, je sais que je traduis ce que mon grand frère Alpha Condé également a comme sentiment par rapport à ce pays que nous aimons, dont nous sommes solidaires et qui a réussi une passe difficile. Et nous souhaitons, nous prions ardemment et nous allons faire en sorte également d'aider à ce que les frères du Niger se retrouvent. Car c'est le temps de l'unité nationale. C'est le temps du front commun contre le seul ennemi aujourd'hui qui devrait concerner chaque Nigérien, tout Nigérien, le terrorisme et la lutte pour le développement, un développement harmonieux au profit des populations du Niger. C'est cela seul qui doit compter. Au Niger comme ailleurs, comme au Mali. Le président Mahamadou Issoufou a eu des propos très forts que nous partageons entièrement. Chacun l'a bien compris. Il a une parfaite connaissance du dossier malien. Et ce qu'il a dit correspond à la réalité. Tant que le terrorisme ne sera pas extirpé du Mali, du Nord Mali, aucun de nos voisins n'aura la paix. C'est sur cette note d'espoir de voir les dirigeants africains s'unir davantage pour mener une lutte plus efficace contre le terrorisme en Afrique que le président de la République, professeur Alpha Condé, a quitté Niamey, la capitale du Niger, pour Conakry.
clôture cet après-midi de l'adoption du plan de travail du gouvernement Youla. Ce séminaire a permis de définir les actions prioritaires de chaque département ministériel. Notre reporter Habib Cham a demandé à quelques ministres d'étaler les actions majeures à mettre en œuvre dans leur juridiction. Suivez. Énergie, comme d'habitude, le ministère de l'Enseignement pré-universitaire aborde la presse avec confiance. Sans détour, il décline les couleurs de ce que pourraient être les grands projets de son département. Nous avons présenté 5 actions phares. Il y a eu, pendant la première mandature du chef de l'État, la construction de près de 5 890 salles de classe. Mais la demande est très forte. Cette année, pratiquement près de 765 salles de classe qui vont être construites pour améliorer cet accès. Et aussi, nous faisons en sorte qu'il y ait l'équité. On a encore des populations, on a encore des régions où aujourd'hui la fille, difficilement les parents acceptent que la fille vienne à l'école, et si elle vient à l'école, difficilement on accepte qu'elle soit maintenue. Nous allons prendre travail fondamentalement sur 12 préfectures où elles sont les moins scolarisées. Une décision du président de la République, c'est l'instruction. Nous prendrons toutes les dispositions pour que l'enseignement de l'anglais arrive au niveau du primaire. Au ministère de la Santé, la fièvre Ebola va encore cristalliser les attentions. Et à une large échelle, des mécanismes sont annoncés pour une réforme systématique du secteur de la santé. Le premier objectif pour nous est de renforcer la prévention et la prise en charge des maladies et des situations d'urgence. Cela passe forcément par le renforcement du dispositif de surveillance actuel, le suivi des malades, des guéris d'Ebola et aussi la vaccination systématique des contacts. Ensuite, l'activité phare aussi liée à cet objectif de prévention et la prévention des autres maladies à caractère épidémique. Depuis le mois de janvier, nous avons déjà mené 2 campagnes de vaccination contre la polio et une campagne de vaccination contre la rougeole. Et le deuxième objectif pour nous est de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant par un approvisionnement régulier, continu de kits d'accouchement et de kits de césarienne. Le troisième objectif pour nous est de renforcer le système de santé. Le pari est grand, mais les idées ne manquent pas. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes tient aussi à le démontrer. Nous sommes en train de développer aujourd'hui un programme national d'insertion socio-économique des jeunes qui vise à moyen terme plus de 60 000 emplois et à long terme, à l'horizon 2020, environ 750 000 emplois pour les jeunes. Et nous avons présenté aussi d'autres objectifs prioritaires dans le cadre de la création d'un palais de la jeunesse, de la construction d'un palais de la jeunesse et de la culture. Les attentes seront-elles comblées? Le compteur est en marche et la sérénité des travaux donne un signal d'espoir sur la relance rapide de la gouvernance du pays. Voilà, il a été question durant ces 2 jours de travaux de réfléchir avec les experts sur comment imprimer une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre. Notre reporter Adi Kamara reviendra sur ce sujet plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Bientôt, les élections locales en Guinée, un autre défi que doit relever l'autorité administrative indépendante. La CENI vient de procéder à l'installation de ses démembrements à l'intérieur du pays. Le but est d'organiser une élection libre, crédible et transparente. Saïdou Diallo nous signe ce reportage. L'organisation des élections, le renouvellement des démembrements est une exigence de la loi à l'entame de chaque scrutin. Pour ces élections locales, dont la CENI vient de procéder à l'installation des démembrements, on dénombre 95 membres pour les 5 CECI de Conakry, 495 au niveau des CEPI et 1830 pour les 305 CESPI du pays, soit un total de 2420 personnes qui vont gérer les élections dans les communes et districts du pays. La loi dit qu'à partir du moment où on est commissaire de la CENI, on prête serment, on ne reçoit aucun ordre d'aucune autorité publique ou privée, mais ni même l'autorité, même ta structure d'origine. Donc nous sommes cadrés par la loi, on se comporte en tant que tel. Une fois prêté serment, on est au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que je ne suis plus au code de la mouvance, celui de l'opposition aussi ne doit plus répondre, mais plutôt nous sommes tous des Guinéens, nous voyons d'intérêt national.
Ces acteurs sont désignés par les organisations de la société civile, l'administration, les partis politiques de la mouvance et de l'opposition. Des acteurs majeurs dont la mission essentielle est d'assurer un bon fonctionnement de toutes les opérations du cycle électoral. La CENI a souhaité que la part belle soit réservée aux anciens. Bien que parmi eux figurent des anciens qui ont participé aux élections précédentes, une formation est prévue pour mieux les outiller sur le mode d'organisation de ces élections locales, ainsi que les tests de loi qui régissent les différentes étapes du cycle électoral. Si à l'intérieur du pays, la CENI n'a pas enregistré de soucis majeurs, à Conakry, par contre, les activités retardent en raison de l'incompréhension entre les partis de l'opposition sur le choix de leurs représentants au sein des structures décentralisées. Makamedozo pour en savoir davantage. L'installation des démembrements de la CENI à Conakry pose assez de problèmes au sein des 5 communes de la capitale. 4 structures sont habilitées à déposer des listes pour constituer les commissions électorales communales indépendantes CECI. Il s'agit de l'administration, la société civile, la mouvance et l'opposition. Parmi ces 4 listes, il y a une incompréhension sur celle de l'opposition. À cause de ce malentendu, les activités tardent dans les communes. À Kaloum, Matam et Dixine par exemple, les salles sont vides. Dans la commune de Matoto et celle de Ratoma, les portes sont verrouillées. Une situation qui amène la CENI à se prononcer. Il ne nous appartient pas de rentrer dans les contradictions internes des partis. S'il y a un choix à faire au niveau d'un démembrement, et que les listes ont été déposées dans les délais tels qu'indiqués par le communiqué, le commissaire qui est sur le terrain doit pouvoir recevoir toutes les listes. Et malheureusement, nous ne devons recevoir par structure qu'une seule liste. Et si on se rend compte qu'il y a des listes concurrentes, nous demanderons aux acteurs qui ont déposé ces différentes listes d'aller se concerter pour nous envoyer une seule liste. On sera obligé d'installer de manière officielle les listes qui sont prêtes. Et puis après le jour où les autres listes, où les autres membres des autres structures trouveront un consensus au niveau de la liste, nous viendrons procéder à leur installation. Dans le choix des membres des différents démembrements du pays, la CENI exige le respect du genre, le niveau intellectuel et surtout la responsabilisation des structures concernées. Et puis, le budget de l'administration préfectorale de Bokeh se chiffre à 1,240 milliard de francs guinéens. Il a été adopté hier lors de la clôture du conseil administratif préfectoral. La rencontre a permis d'exhorter les sociétés qui évoluent dans la localité à s'impliquer pour son développement. Isidore Nanamo de Tunkarata nous fait le point. Localité minière par excellence, la préfecture de Bokeh compte sur l'exploitation de ses ressources pour garantir son développement, favoriser l'emploi des jeunes et lutter efficacement contre la pauvreté. Avec un budget préfectoral 2016 estimé à plus d'1 milliard de francs guinéens, les autorités espèrent relever les défis de l'heure. Ce conseil préfectoral se tient pour qu'on accompagne réellement la volonté de M. le Président de la République sur le terrain. Il ne faut pas s'attendre seulement que tout doit venir de l'État, mais sur le plan local, qu'est-ce que nous, en tant qu'administrateurs, en tant que partenaires qui sont les sociétés et les élus locaux, pourront faire aussi pour accompagner l'heureuse initiative de M. le Président de la République au niveau de la préfecture de Bokeh. De leur côté, les partenaires miniers s'engagent à accompagner la préfecture par le paiement des taxes superficielles. En plus des infrastructures socio-éducatives déjà réalisées, ils prévoient participer pleinement au désenclavement de la préfecture. En plus des postes de santé et les écoles, nous réalisons aussi des forages, des puits en forage pour permettre aux localités de bénéficier de l'eau potable. Et puis, en termes de formation également, nous ne manquons pas. Nous envoyons souvent les personnes directement, voire même indirectement impactées au CFP de Bokeh. En tournée dans la région, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée a dit l'intérêt que son pays attache à l'exploitation des mines de Sangaridi. Le diplomate américain entend soutenir les autorités locales dans l'exécution de leur plan d'action.
Vraiment, je voudrais être actif dans ce secteur parce que je sais que c'est un secteur qui peut garantir la croissance de l'économie guinéenne. Et avec cette croissance, toutes les autres questions de santé, d'éducation, de sécurité peuvent être touchées. Rassurées de l'appui des partenaires miniers, les autorités préfectorales comptent faire des recommandations du Conseil administratif 2016, une boussole de gouvernance au service des populations. La notion de sécurité alimentaire dans le champ des préoccupations du gouvernement guinéen. Le ministère du Commerce, qui fait preuve d'un regain d'intérêt pour la santé des populations, vient de lancer une campagne d'information et de sensibilisation sur les méfaits du mélange de l'huile de palme avec d'autres produits, toutes choses qui exposent la population à des problèmes de santé. Tcherno Ousmane Diallo pour en savoir un peu plus. L'huile de palme la plus rouge n'est forcément pas la plus bonne. Dans les marchés de Kindia, des spécialistes tentent de faire passer le message et mettent en garde les vendeuses qui s'évertueraient à profiter de l'ignorance des consommateurs pour ajouter des colorants dans ce produit très consommé par les populations. La vie en dépend beaucoup. Notre manger. Nous avons constaté depuis des années, il y a certaines maladies maintenant là que nos parents n'ont pas connues, que nous vivons maintenant. Ces maladies telles que l'hypertension, le cancer, ces maladies-là sont provoquées à partir de notre manger. Depuis 2010, le système d'alerte rapide de l'Union européenne avait interpellé le gouvernement guinéen comme quoi l'huile de palme en provenance de la Guinée contenait le colorant Soudan 4. Et tout récemment, le 2 mars 2016, le même système d'alerte a interpellé le gouvernement guinéen sur la suspicion de ce colorant dans l'huile de palme. Donc le ministère du Commerce, qui a en charge le contrôle des produits à l'exportation, ne pouvait pas rester à la marge. Cette campagne s'inscrit dans un programme de vulgarisation du décret 223 du 31 octobre 2014 portant interdiction d'introduire des colorants tels le Soudan 4 dans la production de l'huile de palme. On estime à 60 000 tonnes la production annuelle de ce type d'huile en Guinée. Le pays veut ainsi encourager la production et la consommation d'une huile de palme de qualité afin de prévenir certaines maladies et accroître sa vente sur un marché international de plus en plus concurrentiel et exigeant. Dans les marchés de Kindia, la campagne est bien accueillie. Nous vous invitons à faire des contrôles et voir la qualité des produits au lieu de production et au lieu de vente pour appréciation. C'est une belle initiative. Aidez-nous à combattre ce problème à la source, car en réalité, lorsqu'ils envoient une huile qui n'est pas très rouge, les clients disent qu'elle n'est pas bonne. Nous voulons vraiment que notre huile ne soit pas mélangée. Après Kindia, ces agents du ministère du Commerce et de l'Office national de contrôle de qualité vont se rendre dans les autres régions du pays pour passer le même message dans les marchés et auprès de divers acteurs susceptibles d'accompagner l'initiative avant le début d'une autre étape, celle des poursuites judiciaires. Toujours dans l'actualité nationale, tenue des travaux de l'atelier de restitution du rapport provisoire de l'étude diagnostique des causes des conflits intercommunautaires récurrents en Guinée forestière. Il est organisé par l'ONG Association Mais Solidaire avec l'appui financier du PNUD. Mohamed Saloupaye, Cheikh Sanoussi, 5 ans, reportage. La récurrence des conflits à caractère essentiellement intercommunautaire en Guinée forestière est une préoccupation de tous. Née des premières élections communales et communautaires de 1991, la situation s'est aggravée, d'où cette restitution des causes de conflits, inscrit dans le programme prioritaire d'appui aux initiatives de prévention de conflits et de consolidation de la paix. Nous avons pu mieux comprendre les enjeux liés à ces situations de conflit. Et donc nous avons produit un document très consistant
que le partenaire a bien apprécié et que les acteurs sont en train d'apprécier. Donc nous espérons que si ces recommandations sont appliquées, la tendance sera renversée en termes de réduction des conflits. Au terme du riche et fructueux débat, l'unanimité s'est dégagée en faveur de la lecture de l'histoire commune de la zone en vue de revaloriser la tradition et réorganiser la société civile. D'autres recommandations ont aussi porté sur la mise en place et la formation des comités de veille communautaire, l'engagement des poursuites judiciaires contre tout acteur qui inciterait à la haine et à la violence ethnique ou communautaire. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, un véhicule avait été braqué dans la commune de Ratoma. Les assaillants l'avaient emporté après avoir descendu le propriétaire. La brigade anticriminalité s'est saisie du dossier. Elle vient de retrouver le véhicule. Un reportage Sayon Kamara dans un commentaire de Djenné Ansane. La brigade anticriminelle n'entend pas baisser les bras. Encore une nouvelle arrestation dans la commune de Ratoma. Le 30 mars, aux environs de 20h à Koloma Marché, cette voiture de marque Suzuki a été braquée par des bandits munis d'armes blanches. Dans ces 2 jours-là, vraiment, nous sommes assaillis par l'action des bandits. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre travail. La voiture Isuzu 1835 série Z a été braquée. On a débarqué les occupants dedans. Les assaillants étaient armés de coups d'armes blanches. Ils sont venus se ruer sur eux. Ils étaient 2 occupants dans la voiture. Vers le rond-point Bambito, je me suis rencontré avec des bandits qui m'ont fait descendre avec la coucoupe, c'est comme ça, et me bastonner et pris mon véhicule et ils ont parti. Après, on a appelé, c'est la BAC qui nous a aidés pour avoir notre véhicule. C'est seulement ce qui s'est passé hier. On les remercie. Les victimes ont saisi la BAC numéro 4 qui a réagi aussitôt et le véhicule est retrouvé la même nuit à Bomboli. Mais les malfrats ont pris la fuite. Le coordinateur des BAC sollicite la collaboration des populations pour le bien-être de tous. Nous appelons la population à nous donner d'amples informations et des renseignements à temps. En attendant, un numéro est mis à la disposition des citoyens pour tout renseignement. 631 38 58 90. 631 38 58 90 ou le 628 28 75 72. Donc dès que vous appelez les 2 numéros à n'importe quelle heure, vous êtes répondu et tout de suite, les BAC sont appelés pour les mettre à la chose. Page noire pour terminer cette édition. Décédé le mardi 29 mars dernier à Rabat, au Maroc, le célèbre ailier gauche du Afia FC et du Sili national des années 70, Maxime Camara, a été inhumé hier au cimetière de Cameroun. Dans la matinée, parents, amis et sympathisants lui ont rendu un hommage mérité dans l'arène principale du stade du 28 septembre, Omar Djenga. Maxime Camara au stade du 28 septembre. Cette fois, l'euphorie du public sportif, autrefois charmé par la maille des dribbles et des passes royales de son légendaire ailier gauche, a cédé la place à l'émotion. De parents et amis éprouvés et pleurés par la mort de ce grand ailier que plusieurs fans appelaient le Grand Max. Et quand l'ambulance transportant le cercueil du défunt fit son entrée sur la main courante, il n'y avait de musique mieux indiqué pour symboliser et pour saluer ce retour funèbre que l'hymne Bilado chanté par le grand Sorikandja Kouyaté en 1972 et où le premier nom de gloire cité fut celui de Maxime. La Fédération guinéenne de football relatant les hauts faits du joueur a émis le vœu que l'exemple de Maxime inspire les nouvelles générations et que la Guinée se dote de plusieurs jeunes Maxime. Sociétaire de l'équipe universitaire, il fera une rentrée majestueuse dans le Hafia Football Club. Par ses qualités de dribbleur hors pair, gaucher filiforme, mais solide comme le chien-dent, il est la véritable marque déposée avec 2 autres ténors, Chérif Suleiman et Petit Souri. C'est un ami, un frère, c'est mon frère jumeau. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai la peine à retenir mes larmes. Maxime, c'est un grand monsieur qui n'a jamais menti, qui a tout donné pour ce football. Il a tout donné, il s'est donné âme et corps pour la réussite. Il partageait depuis 20 ans, on partageait les mêmes chambres, on partageait tout. Quand on a des difficultés de battre une équipe, c'est lui, la nuit, il dit réveille-toi,
On va savoir, on va s'expliquer. Toi, pourquoi toi tu ne vas pas passer ton côté droit? Moi, je lui demande pourquoi toi si tu ne veux pas. Ensemble, on trouve une solution. Et toujours la solution qu'il trouve est toujours la solution la meilleure. La presse sportive nationale est tout aussi meurtrie par cette douloureuse disparition de celui dont la beauté de style de jeu a tantôt suscité des reportages plaisants. Les journalistes sportifs relatent que même devenu diplomate après sa carrière sportive, Maxime a aidé et assisté tous ceux qui côtoyaient le football guinéen. Même sur son lit de malade à Rabat au Maroc, il n'a tari de conseils pour les équipes guinéennes. L'émotion était tout aussi celle des membres de sa famille et aussi sa belle famille, la famille Touré du feu président Ahmed Sékou Touré, ses enfants et ses amis d'école. Mais les obligations du temps étant toujours une constante, il fallait que le cortège funèbre s'ébranlât vers la grande mosquée Faisal après un dernier tour d'honneur à l'intérieur du stade du 28 septembre. Tout ce que je peux dire, c'est remercier le monde sportif, remercier AFIA 77, remercier Sa Majesté Mohamed VI, remercier le président Alpha et les membres de son gouvernement, le peuple de Guinée, ma famille, pour toute cette... parce que tout ce que j'ai vu venait droit du cœur. On s'est mariés en 77 et 40 ans après, il était toujours le même homme. Il m'a accompagné dans les moments les plus difficiles que tout le peuple de Guinée connaît. Il n'a jamais fléchi, il n'a jamais changé. Il a toujours été à mes côtés et aux côtés des enfants. Après la prière sur le corps, à l'occasion de ce vendredi saint, la dépouille mortelle de Maxime Camara a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun, où Maxime a été inhumé aux côtés de notre sociétaire du AFIA 77, Amara Touré, dit Amara Pelé. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une douce nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.